Merci Café Chilo pour l'opportunité ça. Date là symbolique. Tout à l'heure, rappelle-moi le nom. Anderson t'a parlé de la mort de Dessalines. Il faut préciser, ce fut un assassinat. Il faut ne pas jouer avec moi. Ce n'est pas la mort de l'empereur, mais l'assassinat de l'empereur. La première remarque. La deuxième remarque, je vais vous lire mon texte parce que le mot recevoir invitation. Et pour l'heure, elle me dit, plutôt faire recherche, comme tu as commencé à faire, mettez l'ordre dans eux, et puis et contexte, et puis comme ça, ma sûr de bien cerner, j'aimerais même comprendre une question, à savoir, Dessalines, Bralka et Pétion, le préjugé de couleur est-il la question sociale haïtienne? Alors, je vous lis verbatim, la plus rapide comme ça. Alors, je souscris à cette assertion en précisant que le préjugé de couleur est une question sociale importante en Haïti, peut-être déterminante, mais pas l'unique question sociale haïtienne, ou du moins pas une question urgente, à mon avis. Alors, pour aborder la manière dont je comprends l'interpellation de Café Philo, j'ai fait un exposé en 4 points. C'est très court. Premièrement, les antécédents coloniaux, comme notre modérateur vient de le rappeler, les antécédents coloniaux et leur dimension épistémique. Deuxièmement, la fabrique sociale et l'organisation économique qui créent cette dystopie. La question de l'imaginaire et des empreintes socioculturelles, petite Dessalines, petite Pétion. Et ensuite, je pose, quelle est la question sociale urgente? Je ne vais pas répondre, non? Je pose la question. Alors, la première partie, les antécédents coloniaux et caractère épistémique. Alors, je vous lis. La chaîne de signifiés qui représente la nominalisation du citoyen noir milat semble recouvrer la polysémie coloniale, à savoir cette dichotomie invariante, la plaine, la montagne, la plantation, les cases, et les différenciations opérées entre ces différents binômes, la plaine, la montagne, ramènent à cette société, à cet univers dichotomique, dont les manifestations seront reprises dans les rapports sociaux qui témoignent de cette période, je parle de la colonie, et donc retranscrivent les individus dans une poétique particulière. À bien considérer, les espaces de migration pour les esclaves, comme pour les nouveaux libres, là nous sommes après la Révolution, les espaces de migration paraissent inchangés. L'État haïtien binomial, là je cite Carlos Elias, aurait fait un choix socio-historique qui viendra conditionner les rapports antagoniques entre la ville et la campagne. Et ce faisant, réduira les possibilités de réassignation et de redésignation des citoyens entre paysans et citadins, ou mieux, moun la ville, moun en dehors. Point n'a besoin de remonter 2 siècles en arrière pour constater que ce que nous avons accompli entre 1804 et 1806, c'est l'impossibilité de construire un tissu social. 2 ans. Le résultat de cette première catastrophe, notre première césure, un État disloqué, le Nord, le Sud, etc., à peine sorti de l'horreur de l'esclavage. Dans ce processus d'individuation de l'esclavage aux citoyens, un rappel socio-historique devrait être établi à partir du registre national, communément connu sous le vocable des archives nationales, qui, jusqu'en 1988, inscrivait les citoyens d'une même gentilité haïtienne en paysans et autres non labellisés. Ces derniers sont ipso facto des citoyens à part entière. Une meilleure compréhension du problème est de trouver les éléments fondateurs invariants comme les particularismes, notamment ceux relatifs à la déclaration père-mère, le statut juridique du nouveau-né monoparental ou illégitime ou adultérin ou légitime lorsque les parents sont mariés, sont carrément estampillés sur l'acte civil, l'acte d'état civil. La ratification en octobre 1987 du Code de l'enfant, avec le concours de l'UNICEF, conduira à l'intégration de son article 7. L'article 7 du Code de l'enfant dit « Un enfant a droit à un nom, son père ou sa mère, et non un adjectif. » Ainsi, ces rappels ont pour objet de mettre en lumière
ce qui pourrait hypothéquer le registre d'identification nationale en classifiant les citoyens et citoyennes dès la naissance. C'est ainsi que le système d'état civil ouvrait la voie au particularisme et aux spécificités. Ce système binaire affichait bien ses vues discriminatoires au cours de ce marquage du collectif à l'individu. Force est de constater que les signataires de l'Acte de l'indépendance forment une mince panoplie d'ayants droit de la nouvelle nation. Ils sont mâles, avec titre et qualité, bons soldats, sachant lire et écrire, pour avoir été formés pour la plupart dans la patrie de leur père comme officiers ou tribuns. Au départ du colon, le code noir ne fait plus force de loi. Toutefois, on observe une situation de rétropédalage par internalisation ou par la mise en place d'un langage à portée double. Si nous tenons compte des enjeux économiques et politiques qui entourent les nouvelles décisions qui émaneront de nouvelles autorités, même si Dessalines prend le soin d'inscrire dans l'acte de l'indépendance de 1805 plutôt, l'article 14 qui établit que tous les Haïtiens seront désormais connus sous la domination du noir, c'est énoncé tout en faisant valoir l'application universelle, générique à tous, d'une seule appartenance raciale sur les territoires nouvellement connus, n'abolit point les distinctions de classe et de rang social. L'universalisme noir s'affiche sans fausse modestie face à la déclaration dite universelle de 1789, excluant au passage tous les non-blancs et les femmes. Cependant, la distribution des postes militaires de commande et dans la nouvelle administration impériale revient à l'élite militaire qui, bien évidemment, est logée parmi les mulâtres et nantis ou héritiers de l'Ancien Régime. Une reproduction du même devient inévitable. C'est cet écart qui génère tous les tropes inimaginables, les différents vocables où les indices phénotypiques tombent hors du contenu de l'objectivité absolument idéale. Nous citons blanc, mulâtre, tis rouge, peau jaune, peau l'envers, griffe, peau cannelle, grimelle, marabout, femme créole, métisse, belle négresse, noir caïmite, négresse, noir. Ils viennent tous incarner et signifier l'écart presque nul entre le signe visible de la couleur de peau et la représentation dans l'échelle sociale. De fait, les fils de généraux se voient attribuer tous les postes, soit dans l'armée ou dans la nouvelle administration. Les basses serviles retournent donc dans l'interland. Je signalais, malgré les caractéristiques qui s'imposent, la révolution haïtienne reste connue pour être anti-esclavagiste, anticolonialiste, antiraciste. Autant de concepts nouveaux, singuliers, dirais-je, pour l'époque. Ce qui place Saint-Domingue, devenu Haïti, dans une situation ou une catégorie hors norme pour la période en question. Une dystopie a lieu, d'où le caractère irréconciliable entre le lieu de cette révolution anti-esclavagiste, anticolonialiste, et les nouvelles règles, que j'appelle le nomos. C'est de cela qu'il est question. Comment les concilier? L'énoncé, Première République noire, s'il est porteur d'une rhétorique, il n'est pas simple, voire même indicatif. Il est difficile de signifier le moment de rupture si on s'en tient aux premières hypothèses de départ, à savoir la désignation identitaire topocentrée, pleine morne, ou dichotomique urbain-rural. On doit conclure que les deux se recouvrent dans un continuum socio-historique, ou encore mieux, un continuum spatio-temporel et aussi économique. De fait, l'habitant ou le rural dans l'ère post-1804 devient absent. Un marronnage post-esclavage a lieu. Les habitants ou les ruraux désertent les centres dits urbains où le commerce, les transactions économiques, les centres culturels de reproduction, tels que l'école, sont vides de ces dits habitants, entre guillemets. Rien qu'à se rappeler le taux élevé d'analphabétisme que ce pays a toujours connu donne la preuve de ce ratage systémique attribué aux masses antérieurement assignées aux habitations coloniales. La distinction n'est plus d'ordre physique ou spatio-temporel, mais socio-culturel, affichant deux modes de vie différents. Le déni de civilisation est alors achevé. Ainsi, on passe de l'ontologie citoyenne
consacrée dans la nouvelle charte à la phénoménologie coloriste noire et mulâtre. Ce travail de recouvrement des traces sémantiques s'inscrit dans la continuité plutôt que dans la rupture. Ce qu'il y a à le souligner, c'est que cette voie conduit, tout en le mettant en cause, au caractère homogène d'une épistémée néocoloniale, laquelle fait ressortir les processus de transformation ou de non-catégorie de catégorie de citoyens, soit par nominalisation ou par symbolisme. J'en viens au deuxième point, la fabrique sociale et l'organisation socio-économique. Les classes dominantes, bien ancrées dans l'appareil d'État, sont en position de le paralyser lorsque l'État menace ses intérêts. Durant la colonie, comme la Haïti frontière avait peu de pouvoir, elle pouvait cependant contrôler le processus d'octroi des terres et empêcher la modernisation de l'agriculture, attendue de l'abolition du servage. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsque Santonax va déclarer la liberté générale des esclaves, automatiquement, si tous les esclaves sont libres, ils ne sont plus des masses qui voilà. À ce moment, ce que font les colons pour ramener les esclaves déclarés libres, c'est qu'ils empêchent la modernisation, la mécanisation de la coupe de la canne. Alors, à partir de l'indépendance, la question sociale hérite donc fortement de l'ancrage lié aux nuances épidermiques plus que de l'échelle économique, parce que le phénotype surpasse et s'use en osant tromper les règles socialement établies. En effet, dans une Haïti postcoloniale, dans nos différentes villes ou chefs-lieux de département, notamment, je peux citer Jérémie, Jacmel, Le Cap, Port-au-Prince, par exemple, ces lieux ont connu des formes typiques de stratification sociale par l'épiderme. Les bords de mer, toujours occupés par le négoce des familles mulâtres et ou syro-libanaises. Dans les églises, les chapelles, les premières rangées de bancs ou fauteuils étaient inscrits au nom de familles dites nobiliaires de la commune de teinte claire. Autre marqueur socio-épidermique, c'est la présence de clubs. On peut rappeler celle de Bellevue au Cap-Haïtien. Mais pas au Cap-Haïtien. Au Cap-Haïtien, c'est l'Union. Bellevue, 1905. C'est ici, là, à Pétionville. C'est que Bellevue. Oui, c'est que Bellevue. Boudon, oui, Boudon. Merci. Et fondé en 1905. Et alors, on précise dans la bibliographie que j'ai eue, ce cercle est formé de 40 membres de l'élite mulâtre à Port-au-Prince. Et le club L'Union, au Cap-Haïtien, en 1825, nous sommes dans les années Boyer, 1825. Nous sommes donc dans une, et si vous voulez, je ne dirais pas une apartheid, je ne vais pas mettre de mots, je ne vais pas faire de caricature. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire pour le club de l'Union au Cap, la nuance de peau était, je dirais, paraissait superflue. Il suffisait que la personne qui voulait s'affilier au club soit quelqu'un connu dans la zone, un grand intellectuel qui fût noir ou de couleur plus ou moins acceptable, pour répéter les uns et les autres. Donc, de toute évidence, ce sont si vous voulez, des discriminations basées sur le statut économique ou la teinte de peau. Point n'est besoin de rappeler que la structure sociale de la Nouvelle République ne fut et n'est point différente de celle de Saint-Domingue. Malheureusement, Haïti n'a pas su créer sa substance à partir du futur. D'une façon ou d'une autre, le passé a déterminé les choix de nos élites dirigeantes et l'insistance fixe, acharnée sur la césure opérée par l'indépendance, on était totalement fixé sur l'indépendance arrachée aux Blancs, semble avoir occulté les continuités économiques, sociales et politiques avec l'ancien régime. En un mot, le système de plantation. En effet, la plantation ne fut pas seulement un lieu de travail servile, produisant des produits d'exportation, le café, le sucre, etc. C'est aussi un système économique, un système sociopolitique dont les larges ramifications liaient entre elles des régions, des populations et des institutions, le système de plantation. Les élites qui sont parvenues à s'imposer durant les décennies révolutionnaires ont cherché à raviver le complexe de plantation. Ces mêmes élites n'ont même pas
tenté de se dissocier entièrement des pouvoirs impériaux européens qui maintenaient le système en place. Dans le cadre d'une division internationale du travail établie, de telles élites ont continué à entretenir les termes d'échange qui leur garantiraient une part plus avantageuse du surplus produit par les plantations. À cet égard, les élites militaires et politiques ont fait pareil, souvent confondues avec les élites politiques, vu l'extrême militarisation de la société haïtienne pendant la Révolution et après. Ainsi, en admettant que le politique soit ancré dans le territoire, avant de se transférer dans les appareils structuraux dits de reproduction, il demeure incontournable que le politique soit traité à travers la sociologie et l'histoire. Donc, j'insisterai à partir de ces 2 points. Premièrement, les classes sociales qui émergent de l'abolition 1793, les nouveaux tenants de l'ordre, les nouveaux propriétaires et aspirants sont les mêmes avant et après la Révolution. Ce faisant, les forces économiques avant et après demeurent garantes du maintien des privilèges. La situation ne semble pas avoir bougé. Le deuxième point, le nouveau cadre juridique, constitution, loi, et ceci même après l'indépendance, n'arrive pas à soutenir les comparaisons par rapport au statut des nouvelles forces de production main-d'œuvre, de même que celui des accords d'échange sur le marché international. Importation, exportation, restrictions imposées, etc. Donc, aucun changement de cap. De l'autre côté, les recherches centrées sur la société, à travers les groupes, les classes, semblent mal adaptées, car elles n'expliquent, alors je parle pour les chercheurs haïtiens en général, car elles n'expliquent pas pourquoi, à caractéristiques organisationnelles et à préférences similaires, certains groupes ont plus ou moins d'influence que leurs homologues. Je parle de la masse noire, entre guillemets, quand je dis entre guillemets, il y aurait une élite noire et l'infime minorité mulatte face à une élite mulatte. Donc c'est là, si on fait des études croisées sur ces 2 minorités, il n'y a pas trop d'études en Haïti sur cette question. Alors, je reprends mon propos. Oui, c'est pourquoi de plus en plus de travaux doivent se tourner vers l'étude de l'état et des configurations institutionnelles pour pallier à cette difficulté d'interprétation rencontrée par de telles approches. Heureusement que nous avons des travaux comme les travaux de Janvier, Luzelle Janvier, Sauveur-Pierre-Etienne, payants, qui privilégient l'approche macroscopique ou globale, donc celle de la formation et du rôle de l'État. Une telle approche est plus structurelle. L'ancrage territorial et structural devient impératif pour les recherches futures en Haïti. Aujourd'hui, qu'en est-il? D'abord, il faut s'armer d'un appareil critique capable d'analyser, d'interpréter, d'évaluer les acteurs sociaux, les catégories sociales, de même que les enjeux politiques. Le temps de la confusion des concepts, des rôles et des repères est arrivé à bout de souffle. La question de l'heure est pourtant celle du basculement de tous les fondamentaux sur lesquels notre pays devrait se constituer. Et au constat de tous, il ne reste plus rien à perdre ni à préserver. Alors, le 3e point, imaginaire et empreinte socioculturelle. Milat pauvre, c'est noir. Lapidaire et incisif, ce dicton attribué au leader du mouvement révolutionnaire paysan Akao traduit l'état des subalternités chez nous. Les antagonismes structurels ici ne sont ni nouveaux ni particuliers à Haïti. Toutefois, l'histoire retient que la geste du 10 novembre 1803 est aussi inédite dans le répertoire des luttes coloniales que celle de la fracture du 17 octobre 1805. Nous sommes le seul pays dans l'hémisphère à avoir fait cette révolution. Nous sommes le seul à avoir assassiné l'empereur, à avoir assassiné celui qui a mené la bataille vers l'indépendance. Vous remarquez ça, là, je l'ai dit 17 octobre. Cette rupture sémio-narrative engendre un état de contradiction au démarrage de cette nouvelle aventure entamée par la coalition Dessalines-Pétion à l'Arcahaie le 18 mai 1803. Laquelle contradiction sera marquée par les contentieux de classe. Les contentieux de classe et d'assignation. Les contentieux de classe, d'assignation, d'appropriation et de confiscation de biens et propriétés.
Une recomposition mimétique était à craindre. Et de fait, elle s'est imposée. Les historiens et sociocritiques haïtiens ont largement documenté et analysé les origines et conséquences de cette rupture que j'appelle une rupture ontologique. Donc, dans quelles limites vont se manifester à la fois les pratiques liées à la continuité et celles qui relèvent de la discontinuité, pour ne pas être exactement comme avant, dans quel registre, etc. Il faut comprendre toutes si vous voulez, ces rappels dichotomiques. Alors, on me dit qu'il me reste que 5 minutes, je vais faire vite parce que l'affaire est beaucoup plus intéressante. Quand je dis plus intéressante, quels devront être les vecteurs d'inclusion et de distribution? Alors, c'est peut-être l'occasion de signaler de manière télescopée la question raciale ou dite de couleur au fil du temps. D'abord, l'assassinat de l'empereur, nous y sommes, suivi du règne de Pétion, Boyer, etc. Alors, je rappelle d'abord l'assassinat de l'empereur, je prends cette phrase, suivi des 30 ans, 1807-1843, du règne de Pétion, Boyer et consorts, fait entrer Haïti, la première république noire, dans sa première dystopie. Dette de l'indépendance, elle entamera une deuxième lors de l'occupation américaine. Le blanc retourne sur le territoire. À l'arrivée des Américains en 1915, les données phénotypiques vont évoluer et seront réévaluées. Parce que durant l'occupation américaine, vous aurez, pour aller très court, vous aurez la publication de la pièce magistrale de Jean-Price Mars et c'est Paul Lalonde, qui signe le caractère, je dirais, de la nation haïtienne comme étant une nation nègre, l'âme de la négritude, et en même temps, jusqu'à la fin de l'occupation américaine en 1935, l'analyse schématique de Jacques Roumain. Alors, je vais aller très vite. Pourquoi je cite ces deux-là? Parce que Jacques Roumain nous dit, dans l'analyse schématique, la couleur n'est rien. Vous vous souvenez, je disais, AKO, mulâtre pauvre, c'est noir. Ah, mulâtre, oui. Etc. Alors, Roumain nous dit, pas Roumain, la couleur n'est rien, la classe est tout. Pour moi, c'est important. Souffrez de lire un peu ce que je note. Ce qui confirme la paraphrase d'Akao dans une analyse schématique de la lutte des classes. Pour qui la question de préjugés de couleur est secondaire. Quand il dit la couleur n'est rien, la classe est tout, il met la question de couleur au second plan, presque superfétatoire. Je dirais qu'à mon humble avis, la formule d'Akao est politiquement correcte, car elle fait intervenir le caractère de classe, en parlant de pauvres riches, qui est fondamental, alors que la formule de Roumain joue sur le phénotype. C'est faire grand tort à la phénoménologie comme marqueur déterminant de l'appropriation cognitive, formelle et l'évaluative. L'être est dans l'apparaître. Telle est l'éjonction de Heidegger. Donc, on voit d'abord avant de classer les gens. Donc, le préjugé de couleur, on ne peut pas en faire l'économie dans la formule de l'analyse schématique. C'est le moment de poser une question tout aussi urgente. La couleur épidermique serait-elle gage de patriotisme? Les révolutionnaires et les progressistes sont-ils d'une couleur? Quel phénotype attribué aux conservateurs et aux gens de droite? Je me réfère, s'il vous plaît, je me réfère à la polémique entre Étienne Charlier et Emmanuel Sépol en 1955. Quelle est donc la question urgente? On va tout finir là. Dans son œuvre majeure, souffrez un peu, dans son œuvre majeure, France, Russia et China, alors je parle de l'œuvre majeure de Theda Skocpol, qui examine et soutient l'argument que les études sociales dépendent des liens entre la critique théorique et l'investigation historique. Elle insiste sur le rôle de l'analyse historique comparative comme outil indispensable pour mieux cerner cette interdépendance. L'assertion est soutenue par d'autres travaux, je ne vais pas les citer, on n'a pas le temps, et ainsi sur le caractère, etc. Alors, ce que je retiens de l'analyse de Skocpol, la première conséquence, c'est la démarcation des lieux d'inégalité et de leurs sources et origines. Ceci étant admis, il faut d'abord évaluer et envisager un système de type nouveau. Nous ne sommes pas encore dans ce système nouveau, pour lequel de telles inégalités, oh là là,
questions. Merci.